T'es à Paris? Non, ah, mais Ah toi, non, t'es dans non, les... non, 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 je suis dans le sud, je suis en Antibes, hein. Ah ouais, c'est dur, la vie. Ça va, écoute, on va y arriver. Il y a peut-être, je pense, Gérard Marjon qui va être avec nous ce soir, nous faire un petit coucou. D'accord. Ah bah, super. Donc voilà, quoi, écoute, on a 253 personnes, je crois, qui se sont inscrites. Ah, c'est pas mal. Bon, Oui, parce qu'en plus, Valérie, comment, en fait, au départ, on l'avait mis sur les réseaux sociaux, mais en fait, Mélanie l'a envoyé sur notre newsletter. Et donc, si ça se trouve, tu vas avoir des gens qui vont s'inscrire au dernier moment. ouais, tu peux peut-être descendre un tout petit peu la caméra, Bruno, parce que ouais, voilà, que j'étais un peu plus dans l'axe, ouais, Ouais. super. Attends, Voilà, il est nickel. résistant son truc là, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le bien régler. C'est bon là, ça va mieux? Ouais, nickel, impec. C'est bon? Ouais, du coup, en moyenne, des fois, il y a des personnes qui s'inscrivent aussi, puis qui peuvent pas être là, donc on leur envoie le replay après du. Ah oui, d'accord, tu l'as en replay. Ouais, je l'enregistre, comme ça on l'a en D'accord, replay, puis d'accord. je t'enverrai le. Moi, si tu veux, après le replay, je le mets sur un lien YouTube privé, et je te l'enverrai, comme ça tu pourras le partager Ah à bah qui, oui, oui, c'est pas mal ça. à qui bon semble. D'accord, génial. Ah bah écoute, il y a plein de monde qui arrive. Bonjour Guillaume, bonjour Dominique. Il y en a qui Bonjour. Ça se font. remplit. Ça va, ouais, ouais, tranquillement. Bah, les gens sont très ponctuels, hein, tu vois, 17h59. Comme on dit, la ponctualité est le chantre des rois, hein, je sais pas. Les bons rois. Bon, ouais. Ah, les bons rois, c'est pas un vin, ça, si, il me semble. Oui. Bon, ça va, comment ça se passe à Paris pour vous? Ouais, c'est compliqué là, depuis le couvre-feu, 18 heures, dans des quartiers comme les nôtres, c'est encore plus compliqué. Tu es dans le 9e, hein, si je me souviens bien. 9e, Voilà. voilà. 9e, c'est Quartier, ça, ouais. quartier bureau, c'est compliqué, hein. Ouais. Ça déménage là. Ouais, ouais, c'est compliqué. Hmm. Ah, là, ça va Mais être compliqué. Puis bon, la semaine prochaine, on recommence le confinement, a priori, hein. tu as des infos là-dessus, non, toi? Ouais, on parle du 5, 6, ils savent pas trop. Enfin, on sait pas trop exactement. On a plusieurs infos, ça navigue dans ces eaux-là, quoi. On Et sait pas très quel. quelle On connaît forme, pas tu sais, le non? type de. Ouais, la forme. On sait pas. À un moment donné, on a même entendu parler d'un confinement ultra sévère. D'accord. Mais je crois qu'il y a dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de messages de gens qui se connectent sur des sites, enfin des réseaux où on parle de je ne me confinerai pas. Donc il y a un paquet de révoltes. Et puis il faut savoir que là, à la Guyane, tout ça, ça pète, hein. Le carnaval de Guyane, ils n'ont pas pu l'arrêter. C'est-à-dire que le carnaval a lieu quand même. Alors, c'était drôle, j'ai un copain qui me racontait ça hier. Il a son bureau qui est sur les grandes avenues, et là, les gens défilent déguisés avec la musique et tout, puis les policiers qui peuvent rien faire parce que tout le monde est dans la rue. Ah Alors, ouais, à la Réunion, les gens sont descendus dans la rue. ouais. Donc, du coup, ouais, ça commence à. Ouais, je pense que on va difficilement éviter un remue-ménage. La vie risque de reprendre son droit, voilà, Ouais. sur la mort. Voilà, Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. voilà. Écoute, on attend encore quelques petites secondes. D'accord, Si tu veux bien, ouais, on va attendre encore 2 ou 3 minutes. Ouais, d'accord. on a encore Ah plein bah, de il y a monde. mon ami Vincent Lignac. Ah. Voilà. Alors, qui est-ce qu'il y a dans les intervenants? Ah, dans les intervenants, a priori, toi et moi. Ouais, Mais après, comme on dit, c'est une table ouverte, hein. C'est une table d'accord, ronde. d'accord, d'accord, d'accord. Ok. Marie-Chantal, Jeanne Moser, ouais, il y a plein de monde qui arrive encore, hein. Hop, Céline. Alors Vincent, lui, il est dans ses vignes, il est dans un lieu très désagréable, évidemment. On a envie de revisiter, surtout quand on goûte des vieux millésimes dont la cave est bien fournie. Bah ouais. Voilà. Ah, c'est très sympa, très très sympa de goûter le creux de la roche Hmm. de Saint-Émilion. Ça, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal, ouais. Voilà, Et Saint-Émilion est un personnage important, hein. exactement. Ouais, ouais. Il s'est pas posé là par hasard, sans doute, tu vois. Non, il a dû sentir que le lieu avait quelque chose à raconter de Ouais, joli. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Qu'on pouvait faire des vins mystiques à cet endroit-là, c'est sûr. ouais. Ah bah oui, c'est Moi, j'ai fait. le thème des vins mystiques, c'est ce soir, hein. Moi, je me suis pris un petit verre là, tu vois. Voilà. Ouais. Et je peux te dire que ça, c'est mystique. Qu'est-ce que t'as Voilà. pris?
C'est un vin dont je suis complètement fou. Il vient de sortir. Enfin, moi, je suis pas. Tu vois, comme on le sait, on n'est pas pour ces dégustations, mais quand même, il y a eu un classement des 50 meilleurs vins grecs et il est sorti premier. Mais c'est pas un hasard hein, quand même, parce que le deuxième vin du vigneron est sorti deuxième. Donc, Ouais, ouais. c'est quand même drôle. Mais surtout, il y a une énergie là-dedans. La cuvée pure de Argyros, Mm. c'est de ce tout petit domaine qu'il a racheté, en fait, qui est un très très vieux domaine. C'est la plus vieille cave de Santorin, en plus, qu'il a aménagée pour faire des soirées dedans quand même très sympathiques. Et c'est un lieu très très mystique, très très beau. Et la terre est très très belle. C'est des roches volcaniques magnifiques. C'est un des plus beaux lieux de Santorin. Tout petit domaine de 5 hectares. Et il n'a pas voulu l'intégrer dans le domaine Argyros. Il en a fait un petit jardin, quoi. Voilà. Un petit jardin avec une cave toute petite, mais splendide. Et quand on met le nez dessus, on est sur le sel, le salé soufré et avec des fleurs incroyables. Il y a une énergie dans ce vin-là qui est incroyable. Ça Voilà. scintille partout dans la bouche. Écoute, on est déjà 111. C'est un bon chiffre, 112 maintenant. Je pense qu'on va pouvoir Ah oui. tranquillement commencer. Est-ce que tu en penses? Ben, moi, je suis prêt. Bon, bah écoute, le vin est ouvert. Comme on dit, pour te paraphraser, on a défait une bouteille. Donc, on va partager. On va être. Il y a des copains, nous, on va être Covin ce soir. Pas mal. Il y a le Covid, mais nous, on est dans le Covin. Voilà. Ouais. Je voulais te demander peut-être, Bruno, je sais que tu as été un militant de la première heure on va dire, d'un renouveau de la viticulture dans les années 80-90. Tu pourrais peut-être nous retracer voilà, ton parcours de vie, ton engagement, ta philosophie, voilà, et puis tout ce qui t'a fait atterrir à Filovino, quoi. Tout d'abord, je pense que je dois rendre un hommage à mes parents, puisque ma famille a cultivé le goût chez nous autour de l'assiette et du vin avec une volonté d'honnêteté et de sincérité toujours vis-à-vis de la terre. Et mes parents ont toujours été extrêmement réticents dans le progrès agricole. Alors ça nous paraissait un peu bizarre, surtout au niveau du voisinage. Alors évidemment on était l'époque des années bio 68, qui n'était pas toujours la belle bio, hein, il faut bien le dire. Hein. Ça partait peut-être d'un bon sentiment, mais il y avait quand même un laisser-aller agricole dans ce milieu-là qui était particulier. Ce qui fait que mes parents n'ont jamais adhéré à ça. En revanche, il y avait ce discours un peu anti-engrais, anti-pesticides, toujours. Mon père disait non, mais si on met ces produits-là, il faut mettre des toutes petites doses, etc. Et puis surtout, la table était couverte d'aliments extrêmement sincères, Vivant. vivants, voilà. Et cette culture, elle nous a marqués. Je pense qu'on est marqué au fer rouge par ces gens aussi qui ont toujours refusé d'aller mettre leurs pieds dans les supermarchés. À l'époque, le village se vidait le samedi pour aller faire le grand voyage dans un horizon lointain qui était le supermarché. C'était pas la politique maison, on va dire. Voilà, pour eux, c'était de l'orgie, de la consommation. Donc ça, c'est la première chose, et j'ai été extrêmement marqué par ça, et j'ai été marqué, évidemment, quand je suis arrivé à Paris, où j'ai commencé à goûter du porc qui avait un goût de gras vraiment horrible, des légumes qui n'avaient pas de goût, enfin, tout était comme ça. Mais mon premier, je ne pensais pas à l'époque au bio, je pensais à une sincérité agricole, et puis très vite, quand j'ai goûté les vins, moi, j'ai pas fait d'école de dégustation, rien du tout. Je partais vraiment sur quelque chose de, je sais pas, je crois que ça a coupé là, non, Non, on a non, pas non, une c'est bon, coupure là, t'inquiète pas, tout va c'est bien. bon, voilà. Je me suis vite rendu compte, ah oui, j'ai oublié de dire aussi que à 7-8 ans, je commençais à trouver les sources d'eau, donc j'étais magnétiseur, je sentais plein de choses, l'énergie des arbres que je percevais même visuellement, etc. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas dans le vin, puisque je goûte des vins qui sont très très bien notés. Bonjour Gérard. Salut Gérard. Salut. Il y a des vins qui sont très très bien notés et que moi je ne trouve pas bon du tout. Je ne peux pas les boire. L'eau ne vibre pas parce que j'ai un contact avec l'eau qui est particulier. Et donc très vite, je me suis dit que ça n'allait pas. Et
je me suis très vite écarté du milieu professionnel en faisant une route un peu solitaire d'ailleurs. Et puis, bon, la chance, le parcours m'a permis de me retrouver à la tête d'une espèce de plateforme qu'on appelle les Galeries Lafayette, c'est pas rien. Et Ça, ça c'est m'a en permis 88, 89? 90. Moi, j'ai 90, c'est ça. commencé à cette réflexion-là en 83, 85. Hein. Je démarrais dans le métier très vite. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je n'avais pas encore complètement compris. Je voyais bien que quand même, les vins qui étaient issus de vignes labourées, pas désherbées, etc., il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait quelque chose qui me semblait plus naturel que d'utiliser des désherbants et de l'engrais. Mais bon, tout ça était encore bien fouillis. Et puis, à partir de 85-86, j'ai commencé véritablement en rencontrant des personnages comme Jean-Gérard Guillot, Nadi Foucault, un tas de personnages comme ça. Un monsieur exceptionnel, Patrick Doche, qui faisait un Cadillac hors norme et qui avait toutes ces compréhensions, l'abbaye de la Sainte Famille, les fameux pères de Château de Manicy, hein, à Tavel, tous ces gens-là, quelques personnes m'ont montré qu'il y avait, là, en goûtant les vins, je me disais, il y a une dimension Il y a autre chose. supérieure. Il y a autre chose. Et Il y a autre chose. surtout, voilà, je me suis vite rendu compte que dans ces vins-là, l'objectif n'était pas la saveur, que c'était quelque chose qui était supérieur à la saveur, et que la saveur, en fait, n'était qu'une conséquence. Et quand on restait dans la dégustation classique, évidemment qu'on restait que sur la saveur, et en fait, on passait à côté de l'essentiel, quelque chose, un souffle qui était supérieur. Et voilà un petit peu comment, aux Galeries Lafayette, je me suis engagé très fortement, évidemment en allant vers la bio et la biodynamie, sans en faire du marketing, évidemment, puisque ce n'était pas le but. Le but, la finalité, c'est quand même l'expression du terroir. Et j'avais des vignerons qui n'avaient pas le label biodynamie et qui, pourtant, faisaient des très, très grands vins, parce que peut-être qu'ils faisaient de la prose sans le savoir aussi. Donc, ils étaient… Monsieur Jourdain. Voilà comment ça s'est passé. C'est vrai qu'à partir de 90, le fait d'avoir une plateforme comme les Galeries Lafayette, même si c'était contre la politique maison et que ça a été politiquement très difficile à l'entente, pouvoir installer une politique comme ça dans un groupe pareil, en supprimant plein de marques de champagne, plein de châteaux de Bordeaux, et évidemment que ça posait des problèmes politiques à l'intérieur. Ça n'a pas été facile de rester 18 ans dans ces conditions. Mais c'était une conviction qui était tellement personnelle jusqu'au moment où je me suis dit qu'il fallait mieux pour aller encore plus loin dans cette finalité. Te connaissant, Bruno, comme tu n'es pas quelqu'un qui fait les choses à moitié, ça a dû avoir, il doit y avoir eu des réunions, j'imagine, aux galeries qui ont dû être assez orageuses. Ouais, des réunions mal terminées, oui, beaucoup. Voilà, donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. Et puis après, on évolue. En 95, je me suis dit qu'il fallait absolument réfléchir à une compréhension plus fine. Et c'est comme ça que je vais créer un groupe de recherche avec Anne-Claude Leflèvre, Jean-Louis Trappet qui a participé, Emmanuel Giboulot, les Sorel, Philippe les Sorel de Montirius. De Montirius, Philippe de Rouet-Bicky, du Château de Villeneuve, de Villeneuve, Châteauneuf-du-Pape, des gens comme ça qui nous ont beaucoup aidés, et Hervé Gestin, œnologue en Champagne. Et on a, avec certains chercheurs, en regroupant des chercheurs de différents horizons, on a commencé à percevoir quelque chose, enfin le vernis de quelque chose qui était hors d'une compréhension humaine, mais sans dogme, encore une fois, en essayant d'être le plus pragmatique possible. Voilà. Et en ne niant jamais d'abord la perception humaine, le perceptuel plutôt que l'intellectuel. Voilà, donc c'est ça qu'il fallait tout doucement, c'est sur ce chemin-là qu'il fallait, je pense, aller pour pouvoir aller plus loin dans cet échange avec les vignerons. Et ensuite, tu as donc tranquillement évolué vers la création de Philovino. Voilà, alors Philovino, pour moi, c'était une évidence d'aller pour aller plus loin. Après, évidemment, je vais utiliser des termes qui me semblent importants, la haute tradition. La haute tradition, elle est lente, elle ne renie pas le progrès, mais on évolue lentement. C'est-à-dire que le nouveau geste, c'est juste une évolution de geste, mais si on rompt le geste de la tradition, on perd quelque chose. Et donc, ça, je pense que c'est très, très important parce qu'on peut tout changer sans s'en rendre compte, puisque la partie invisible,
peut être nié en voulant changer la saveur. C'est-à-dire qu'en voulant améliorer la saveur, et c'est ce qui se passe aujourd'hui depuis ce 200 ans de matérialisme, on veut faire évoluer la saveur, on veut la rendre plus séduisante, etc. Le problème, c'est qu'on peut passer à côté de l'invisible, du vin, son souffle, et lui, on peut le corrompre, on peut l'abîmer et on peut même le tuer. Et donc, je crois que c'est une évolution de geste très, très lent. Réapprendre le geste initial, et ça, c'est difficile. Mais en plus de ça, humainement, si on change trop les gestes d'une génération à l'autre, on perd le geste initial. Et à ce moment-là, on perd quelque chose pour les générations futures. On ne pourra pas transmettre le geste initial. Quand tu parles de geste, on parle du geste en relation avec la terre, le geste dans la culture de la vigne, le geste dans la cave, le geste dans l'ouverture de la bouteille, c'est tout ça. Hein. Tout ça, évidemment, évidemment. Et donc, il y a haute tradition, il y a un autre terme que j'utilise beaucoup. Je dis, le vin dans la haute tradition, c'est la révélation de la lumière de la matière. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a complètement occulté pendant 200 ans. Pas tout le monde, hein. Je pense qu'il y a des êtres extrêmement sensibles qui ont toujours été proches de ça. Je crois qu'en Bourgogne, il y a toujours eu des vignerons proches de ça. Je pense que c'est le berceau depuis les cisterciens et que, heureusement, il y a un bastion de gardiens qui tiennent alors ils appellent ça finesse, ils appellent pas ça lumière de la matière, mais en fait la finesse c'est la révélation du un, et donc le un, ben, c'est l'unité, c'est l'uni vers le un, voilà. Toujours perturbé, hein. Moi je suis pas un homme de la technologie, donc dès que je vois l'image noire, etc., si je te vois plus, je suis perdu. Voilà. Non, t'inquiète pas, mais on n'est pas dans le noir puisqu'on parle de lumière, mon cher Bruno. Tu sais, je suis comme toi, je suis pas un homme de technique, mais bon, écoute, maintenant il faut. Ça nous permet quand même de partager un verre et puis. J'espère que tout le monde a un verre pas très loin de lui. Je sais pas. Bon, écoute, moi, je me réjouis d'avoir ce pur de Santorin là sous le nez. Hein. Il y a une personne qui n'avait pas vu l'étiquette. Est-ce que tu peux la montrer, peut-être la montrer bien devant l'écran, ouais. Ouais. Montre-la un petit peu plus parce qu'on la voit pas du coup. Faut que tu la montres vraiment. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors ça y est, je vais m'y mettre un jour. N'inquiétez pas, j'y arriverai. Et j'avais une petite question pour toi. C'est quoi pour toi un grand vin? Un grand vin, c'est un vin qui nous pénètre, qui nous habite, qui ne s'arrête pas au palais, qui descend dans le fond des tripes et qui va, dans le fond des tripes, remonter tout doucement. Et là, tout doucement, on va sentir quelque chose de très fort, une présence très très forte. Je me souviens d'un Beaujolais nouveau que j'avais fait, j'avais suivi la vinification et on avait un Beaujolais nouveau qui était fait en cuvaison bourguignonne, qui avait cuvé pendant presque 3 semaines, à pigeage. On avait cherché la minéralisation du fruit déjà, qu'on ne soit plus sur le jus de raisin fermenté, qu'on soit déjà un peu sur cette minéralisation, une pureté. On n'est plus sur la saveur besogneuse, la saveur vulgaire du jus de raisin. Et donc, du coup, frère Jean, mon ami, ancien ermite et moine du désert, était venu pour la sortie du Beaujolais et je lui fais goûter. Et là, tout le monde s'est exprimé en le trouvant très bon. Frère Jean, juste pour replacer, donc c'est une personne qui a eu une conversion spirituelle extrêmement forte. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer. Et c'est un personnage d'une profondeur. En fait, il a compris la beauté de la nature. Il est simple et très complet. Et il a cette capacité d'essentialiser les choses. Pardon, excuse-moi Bruno. Ah oui, très bien, tu as raison. Et c'est bien, je l'aurais pas si bien décrit. Et en fait, il a goûté le vin et on a vu tout de suite qu'il l'a laissé descendre en lui et remonter. Et à ce moment-là, la seule chose qu'il a dite, c'est « quelle présence ». Et ça, c'est la rencontre. C'est la rencontre. Quand on juge, quand on déguste, on ne rencontre pas. Là, il a laissé le vin, il a accueilli le vin. Donc, il était vraiment pénétré. Et à ce moment-là, il a pu percevoir le souffle, son âme du vin. Et quand il a dit quelle présence, c'est parce qu'il sentait
autour de lui, en lui, ce que le vin avait dégagé de lui et toute la force qui s'installait en lui par de ce vin. Et ça, c'est ça pour moi un grand vin. Voilà. Et ça peut être un simple vin, un vin simple, sans prétention, mais qui va m'habiter à un moment donné quand je suis plus réceptif, quand c'est plus le moment. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bon, écoute, c'est une très belle définition. Je voulais te dire, voilà, on est dans une période qui est quand même pas simple pour nos amis vignerons au niveau du Covid. Et comment toi tu lis cette période-là et également peut-être puisqu'on est en train finalement de se positionner sur une compréhension de la viticulture liée à la haute tradition, mais aussi à des pratiques qui sont modernes. Il y a des choses qui nous sont peut-être demandées dans l'évolution. Et on parlait la dernière fois ensemble de l'appellation Plan de Dieu, par exemple, cette appellation-là qui est assez récente et qui a quand même mis dans ses tablettes des marqueurs peut-être d'un autre âge. Parce que peut-être nous donner toi ton ressenti sur cette période-là, comment les vignerons la vivent et comment ils restent encore dans les tablettes des appellations. Des grosses scories. Ouais, voilà, ouais. Si tu peux nous donner ton ressenti là-dessus, ça serait pas mal, parce que finalement, c'est un vrai sujet d'actualité qui est au cœur des pratiques maintenant. Alors, la première chose, c'est que ce qui se passe est terrible pour l'instant, parce que on voit bien que c'est les vignerons qui sont le plus présents dans la belle restauration, qui sont les plus touchés. Hein, parce qu'il y a beaucoup de très bons vignerons. Là, je sors de la Loire vendredi. C'est des vignerons qui travaillent à 80, 85%, 90% en restauration. Donc, c'est des gens qui ont fait des efforts colossaux depuis des années pour exprimer leur terroir, pour faire un vin juste et qui se retrouvent punis par ces fermetures de restaurants. Donc les restaurants, pour un certain nombre, ont des aides, c'est pas évidemment ce qu'ils attendent. Hein. Je ne crois pas que les gens qui aient monté leur restaurant pour faire de la haute qualité attendent des aides. Évidemment c'est toujours bienvenu dans cette période-là, mais ils préféreraient de loin être ouverts et travailler les belles matières qu'ils ont envie de faire découvrir et dont le vin. Et des sommeliers, comme Gérard, justement, doit se sentir un peu frustré, même très. Et donc, ce que je veux dire, c'est que là… Très frustré, je le vois pas ses yeux, mais pas loin. J'ai vu des très bons vignerons qui ne savent pas comment ils vont payer les vendangeurs pour l'année 2021, pour les vendanges qui arrivent, parce que l'argent ne rentre pas. Il y a même des dettes, c'est-à-dire des restaurants qui ne réouvriront pas. Et donc des notes qui ne seront pas payées, des dettes qui ne sont pas payées. Et là, moi, on connaît tous hein, ces vignerons-là qui font des grands vins, qui font des vins justes, qui ont jusqu'à 3 et 4 ans de fonds de roulement, vont se retrouver ça va être un carnage. Et je ne sais pas si nos responsables peuvent entendre ça. Mais moi, je dis, de toute façon, le débat, il n'est pas scientifique, il est philosophique. Hein. Est-ce que par la peur de la mort, on peut arrêter la vie? C'est ça la vraie question. Voilà, donc ça, c'est l'expression que j'ai actuellement. Je suis vraiment… moi, je suis quelqu'un qui n'accepte pas qu'on enferme les gens, et donc ça me paraît complètement dingue. Voilà. Et je ne vais pas m'étaler plus loin sur les mesures. J'ai une petite question qui est tombée avant que tu nous parles de Plan de Dieu. C'est une personne qui me demande, c'est quoi pour toi un défaut inacceptable dans le vin? Je crois que le problème aujourd'hui, c'est que on avait, si vous voulez, des défauts qui étaient connus sur le plan sanitaire. C'est-à-dire que il y avait dans le vin, on savait par exemple que les phénols volatiles étaient pas bons pour la santé. On savait que des bactéries déviantes, etc., pouvaient avoir des conséquences intestinales, etc. Donc il y a des vins qu'on ne buvait pas, même dans la pire des périodes des années 60, il y a des vins qui étaient refoulés par les courtiers, on disait non marchands. Donc ça, c'est un problème aujourd'hui, c'est qu'on est passé d'un moment où l'AOC, les directives, on a fait des vins qui étaient complètement techno, un petit peu comme la société, qui
essaie de diriger tout, on le voit bien, le contrôle, la régulation, etc. Et qu'à un moment donné, on passe d'un monde à l'autre où tout le monde se libère. Et là, d'ailleurs, là, quand on va voir les insurrections qu'il va y avoir, ça va être la cata aussi, puisqu'on va partir dans tous les sens. Et tout le monde va avoir son opinion, etc. Donc, on ne construit pas une société avec tout comme ça, avec un patchwork de bazar. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a fait des vins tellement… on a poussé vers la technologie, vers des vins qui étaient totalement insipides, propres, un petit peu comme le lait UHT, qui est déshabillé, on le réenrichit après, etc. Donc évidemment, ça fait le lit de tout un tas de frustrations qui font qu'aujourd'hui, on peut partir un petit peu dans tous les sens. Et là, je crois que, bon, à un moment donné, ça va durer un certain temps, puis à un moment donné, on va essayer de retrouver quelque chose, parce qu'on se retrouve avec les défauts œnologiques qui peuvent prendre le pas sur le terroir et souvent qui prennent le pas, en fait, au-delà du problème sanitaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les marqueurs de ces défauts sont supérieurs au goût de terroir. Et on arrive à des uniformisations absolument incroyables où un Grenache du Sud, un Pinot Noir de Bourgogne ou un Gamay de Loire ou un Cabernet de Loire vont avoir le même défaut et le défaut va prendre le pas et on va se retrouver avec les mêmes odeurs, les mêmes parfums. Même parfum, et encore le mot est gentil. Et est élogieux, oui. Voilà, est élogieux. Donc je crois qu'il faut faire attention, il faut toujours être prudent. C'est plus difficile d'être dans le milieu, c'est-à-dire chercher le milieu du chemin. C'est comme la maturité du raisin. Avant, on était en sous-maturité, maintenant on est en sur-maturité. Et en fait, ce qui est difficile, c'est de trouver la juste maturité du terroir. Et ça, c'est pas la maturité phénolique. La maturité terroir, c'est encore autre chose. Je crois que finalement, ce que tu es en train de nous expliquer, que finalement, que dans le vin, dans le raisin, ce qui est important, c'est de trouver l'équilibre de vie, l'équilibre de justesse. C'est ça qui est important finalement dans tout ce qu'on fait. Bien sûr. Bien sûr, la fusion des 4 éléments et des composés, il y a 2 fusions dans le vin qui vont se rejoindre, qui vont fusionner en elles aussi. C'est la fusion des éléments, c'est-à-dire des éléments, c'est les principes, terre, air, au feu, et la fusion des composés. Donc on va avoir une décomposition, donc alchimique, c'est-à-dire pas au sens putréfaction dans la cuve au départ. C'est une dissolution. En alchimie, c'est le mot dissolution. Décomposition, c'est séparation des composés. Ensuite, une essentialisation et ensuite une fusion, c'est-à-dire, chez les alchimistes, c'est le grand œuvre, c'est la fusion des 4 éléments et des principes, des composés. Et à ce moment-là, c'est la révélation de la lumière de la matière, c'est la quintessence, c'est la 5e essence, c'est le souffle qui va jaillir, qui va se révéler de toutes ses forces. Quintessence, quint pour 5. Voilà. Alors, juste pour répondre à ta question sur l'histoire de Plan de Dieu, mais pas que Plan de Dieu, évidemment, mais je trouve que c'est un bon exemple. Plan de Dieu est une appellation qui est très récente, qui a eu l'appellation village récemment. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans le cahier des charges de l'appellation, c'est-à-dire dans les critères analytiques, organoleptiques, je précise juste Plan de Dieu, voilà, Vallée du Rhône Sud. Vallée du Rhône Sud, voilà. On a intégré des réglementations, des critères qui sont les mêmes que ceux qu'on a vécus dans les années 80. C'est-à-dire qu'à partir des années 60, après la guerre, grosso modo, on vendait le vin au degré hecto. Donc, c'est la pire période du matérialisme du vin, c'est-à-dire que c'est le degré qui faisait le prix. Un vin de 13 degrés était plus cher qu'un vin de 12, etc. Et donc, aujourd'hui, les appellations villages dans la vallée du Rhône, mais pas que dans la vallée du Rhône, je prends la vallée du Rhône parce que je viens d'avoir un débat avec les gens de l'interprofession et l'organisme de contrôle, qui est quand même super intéressant, qui a duré plusieurs heures et qui est absolument à tomber par terre. C'est-à-dire que indice de couleur, indice colorant, degré minimum, donc 13,5 degrés minimum sur une appellation, évidemment village, et indice d'IPT, c'est-à-dire les tanins, etc. Et en dégustation, il faut qu'il y ait une grosse machine qui emplisse bien la bouche, voilà, on imagine. Donc je me dis qu'on n'a pas beaucoup évolué. C'est presque un peu quelque part comme du ketchup, quoi. Ah mais on est en plein là-dedans. Ces gens-là ont un grand terroir sous leurs pieds, et on a l'impression qu'ils ne le savent pas, parce qu'évidemment que ces critères-là, on peut les faire pratiquement partout, même dans la Loire aujourd'hui. On peut faire un vin de 13,5 degrés avec beaucoup de tanins et beaucoup de couleurs. Donc ça, aujourd'hui, pratiquement partout, en attendant un peu des maturités un peu importantes, on y arrive. Et donc, ils déclassent aujourd'hui, donc l'organisme de contrôle est missionné pour aller contrôler dans les magasins des vins,
de l'appellation. Et si les vins n'ont pas l'indice colorant de tel degré et telle masse de tanin, Donc là, le vin est déclassé, il est retiré. En fait, si je peux juste permettre un éclaircissement de ce que tu racontes, c'est comme finalement, si on disait, voilà, la bonne personne qu'on a envie cette catégorie de personnes qui doit faire ce métier-là, doit faire 1m80, 75 kg et avoir les cheveux blonds. C'est un petit peu de cet ordre-là. Et on ne se pose pas de savoir dedans, c'est quel est le ressenti de la personne, qu'est-ce qu'elle a dans l'âme et dans le cœur. On ne se pose pas la question, on regarde juste l'enveloppe extérieure, on se dit, OK, elle a les critères, on lui met le tampon et elle peut y aller. C'est ça, hein? Exactement. Et si on demande à ces gens-là, qu'est-ce que c'est que le terroir? S'ils nous répondent que c'est tant de tanins, tant de couleurs et tant de degrés, c'est le même terroir partout. Donc, il y a un gros problème. Le subtil n'est pas intégré du tout, c'est-à-dire, pour eux, la légèreté, c'est un défaut. On est encore de là. Alors, je leur ai dit, donc, un Chambertin de chez Rousseau ou de chez Trappet, etc., ce n'est pas des bons vins, donc, parce qu'il y a beaucoup de légèreté dans ces vins-là. Et donc, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'extrait sec sur un Chambertin ou un Marsanais d'un même vigneron sur la même année va être très proche. Il n'y aura pratiquement pas d'écart. En revanche, l'intensité de la saveur… L'extrait sec, donc c'est ce qui reste du vin si on l'évapore, donc c'est une donnée purement quantitative. Purement quantitative. Eh bien, si on prend ça, si on prend un Gevrey Chambertin Village de Rousseau ou un Chambertin, l'extrait sec va être quasi le même. En revanche, les forces subtiles qui vont faire mouvoir les particules du vin dans une unité, ça ne va pas être la même force. Voilà. Et donc là, on est devant des gens qui sont des censeurs. Tous les vignerons qui ne rentrent pas dans les critères ne peuvent pas avoir l'appellation ou seront retirés des magasins. Enfin, c'est absolument impressionnant, c'est édifiant de voir qu'on n'a pratiquement pas évolué, on est resté sur le matérialisme du 19e siècle. Il ne faut quand même pas oublier qu'au 19e siècle est paru un livre, je ne me souviens plus du nom du livre, hein, c'est dommage parce qu'il faudrait que je le récupère, parce qu'il faut montrer quand même ce qui s'est passé au 19e siècle. Il y avait un livre qui paraissait, qui était vendu et qui était dans plein de ménages qui aimaient le vin. À la maison, on pouvait faire son chambertin. Il y avait la recette du chambertin, la recette du margot, la recette du château Yquem, évidemment tous les noms connus. Et donc on prenait 1 litre de rouge dans lequel on mettait ça faisait un château margot ou un chambertin. Donc, c'est vraiment le 19e siècle, c'est le paroxysme de cette espèce de matérialisme total. Et on voit bien que malheureusement, avec des méthodes un peu différentes quand même, qui ont un peu évolué, mais on n'est pas loin dans la dégustation. On est toujours dans une dégustation de matière et une dégustation quantitative de la matière. C'est quand même édifiant. C'est pour ça qu'on essaye, c'est pour ça qu'on a eu la chance de partager les temps ensemble, Bruno, autour de la dégustation intuitive et tout l'enseignement sur la partie contemplation du vin, toute cette partie sacrée, dont j'aimerais que tu nous parles un peu finalement, parce que tu nous parles de haute tradition. Et finalement, le vin, ce qui était un petit peu le thème du webinaire de ce soir, c'est pourquoi le vin est-il si mystique et pourquoi il est depuis ces années, ces décennies, ces siècles, pourquoi il est à côté de nous et pourquoi il nous accompagne et pourquoi il est notre compagnon ou notre révélateur. Alors, en 2005, Mathieu Pou, qui a été le directeur de la recherche en archéologie de l'Université de Lyon, a fait des gros travaux sur l'agriculture et notamment sur le vin. Et en 2005, il a fait une exposition à Vienne sur les 8500 ans d'histoire du vin, dans lesquels l'exposition était magnifique et il a édité un catalogue qui était sublime avec tous les objets qu'ils avaient retrouvés, lui et d'autres archéologues, notamment ce Géorgien dont j'ai oublié le nom, avec qui j'ai donné une conférence en 2010, et qui montre que tous les objets autour du vin tournent autour du divin. Donc, la première chose, c'est cette plante, la vigne, qui est une liane qui grimpe dans les arbres et qui ne s'enracine pas, hein, contrairement à ce qu'on pense, hein, ne s'enracine pas naturellement. Elle court sur le sol, elle ne s'enracine pratiquement pas, hein, c'est vraiment en surface, et elle monte très haut dans les arbres, 8-10 mètres. Hein. Il y a encore une toute petite communauté chrétienne au Pakistan qui va accueillir les raisins dans les arbres pour faire du vin, les pauvres, dans des conditions très compliquées puisqu'ils sont pratiquement très peu nombreux. Donc, ils n'ont pas le savoir de la culture de la vigne qu'on
qu'on a cultivé chez nous. Et donc, c'est ça la vigne d'origine. Et l'homme, ce que j'appelle les demi-dieux, parce que si on prend des milliers de générations, ben, ça fait des demi-dieux. L'intelligence rassemblée de milliers de générations, ça fait des demi-dieux. Et ces demi-dieux vont contraindre la vigne au nanisme et la faire descendre dans les roches profondes, parce qu'il y a quelque chose de très mystique là-dedans, dans le sens où, sur le plan initiation, on voit bien que la vigne, elle cherche sa lumière à l'extérieur et elle ne descend pas dans les profondeurs. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le langage entre le profane profanum, avant le temple, celui qui reste devant le temple et qui n'y rentre pas, c'est-à-dire qui ne rentre pas en lui-même, contrairement à l'initié ou au pèlerin, celui qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc celui-là, évidemment, il va faire une démarche complètement autre parce qu'il va chercher la lumière à l'intérieur, au cœur de ces ténèbres. Eh bien, la vigne, c'est un peu le même chemin que l'humain, c'est pour ça qu'elle est la plante sacrée parmi les plantes sacrées. Et de son fruit, on va en faire le vin. Alors le vin, il y a le vin matériel, celui que l'homme a réussi à produire depuis 8500 ans environ, mais il y a le vin symbolique. Le vin symbolique qu'on retrouve en Égypte, dans la mythologie égyptienne, Osiris. Donc le vin est représenté par Osiris, celui qui meurt et qui renaît. Il est représenté par Dionysos chez les Grecs, celui qui meurt et qui renaît, bon, Bacchus étant la copie de Dionysos, on ne va pas le citer, et chez les Romains et chez les chrétiens, le Christ qui meurt et qui renaît. Donc, et dans la mythologie grecque, mais on retrouve ça dans les deux autres mythologies, dans le pressoir christique chez les chrétiens, chez les Grecs, donc Dionysos meurt et renaît de ses cendres tel le phénix, le jus de la treille contenant diabole, la division, il contient les 3 éléments et pas le 4e, l'air, qui est le solvant, le dissolvant, celui qui va séparer, qui va diviser. Eh bien, les 3 éléments, on va devoir encore plus les séparer, justement, parce que c'est la discorde, pour pouvoir les unir. Mais c'est l'air qui va permettre cette essentialisation. C'est pour ça qu'on va piétiner le raisin, on va le mettre à mort. Et au bout d'un certain temps, eh bien, cette fusion va se faire entre les principes et les éléments. 4 principes qui vont fusionner et les 4 éléments. Donc, on va réunir les forces terrestres, les forces souterraines, les forces telluriques qui vont rencontrer les forces cosmiques grâce à cette vigne qui va devenir un accueil. C'est pour ça que la terre à vigne, la façon de cultiver la vigne, c'est quelque chose de très, très particulier. Mais dans le mot cultiver, il y a le mot culte. Il y a le mot culte, bien sûr. La culture, toujours. Et c'est pour ça que chez les cisterciens notamment, on retrouve en Côte de Nuit, dans les mémoires de Dom Denise, comment ils faisaient des trous énormes à la main sur des vignes plantées entre 15 et 20 000 pieds hectares, des trous énormes autour du cep à l'automne pour obliger la vigne à s'enraciner parce qu'il fallait aller chercher vraiment les ténèbres au cœur de la terre et les transformer en lumière. Ça, c'était la première chose dans le raisin. Et ensuite, de ce raisin, aller chercher le vin symbolique. Et le vin symbolique, évidemment, on va chercher à révéler la lumière de la matière, c'est-à-dire cette lumière, ce feu pas séduisant, pas le feu satanique, le feu transcendant, le feu qui va transcender les forces des ténèbres, c'est-à-dire les forces cosmiques et les forces telluriques qui vont se joindre, et ce feu qui va au départ être du sucre en alcool, mais ce feu va être bien supérieur à tout ça, puisque c'est un feu vivant, et c'est un feu transcendant, c'est le feu de la lumière, et celle-là va venir révéler celle de l'homme. Et ce que je disais tout à l'heure, quand on boit et cette lumière vient ici dans le ventre, nous chauffer quelque chose, nous raconter quelque chose. Et quand je me souviens avoir discuté avec toi de façon passionnante et passionnée sur ce groupe de recherche où finalement cette lecture symbolique, elle est étayée également par des vérités scientifiques quelque part. Alors, encore une fois, il faut toujours être extrêmement prudent. Moi, je pense qu'on a gratté le vernis parce que dès qu'on touche au vivant, on est dans des poupées russes. C'est-à-dire que quand on
et c'est comme quand on touche à l'invisible, c'est pareil, hein, parce que c'est la même chose. On a nié l'invisible pendant les Lumières. Voilà d'où on en est. On est dans un monde absurde qui a peur de la mort, etc. Parce qu'on ne la côtoie pas. Et d'ailleurs, on fait des jus de raisin fermentés. Très souvent, on ne fait plus du vin, parce que justement, là aussi, on a peur de la mort du jus de raisin. Hein, c'est la même chose. On est une civilisation, on va plus vers le jus de raisin fermenté que vers des vins qui sont passés par la mort pour vraiment atteindre une noblesse du fruit, une noblesse de la saveur qui n'a plus rien à voir avec la saveur vulgaire, la saveur basique, besogneuse, on va dire, comme disait Jacques Lardière. Jacques Lardière, donc, qui a fait tous ces grands vins chez Jadot. Voilà. Et qui était un mystique, voilà, qui est toujours un mystique, mais qui est à la retraite maintenant. Et donc, du coup, j'ai perdu le fil, pardon. Oui, ce que je veux dire, c'est que ces vins-là, pour aller chercher cette lumière, eh bien, il faut. Mais j'ai encore fait une digression. Je suis désolé. Franck, si tu peux me rattraper. Écoute, tu étais dans l'explication, voilà, du siècle des Lumières et de la perte de sens du vrai vin, en fait. Voilà, l'invisible. On parlait science, hein, justement, pour la science. C'est ça. C'est important de faire attention parce que quand on touche, la science, c'est une compréhension mentale, hein, c'est une compréhension matérialiste. Et donc, aujourd'hui, heureusement, il y a certains scientifiques, notamment en physique. J'ai un ami, Francis Tolel, qui est le grand ponte de l'école Lavoisier. Malheureusement, il n'est pas très, très bien en ce moment. Il a une longue maladie. Et il nous a montré beaucoup de choses parce qu'il travaille sur l'imagerie nucléaire de la matière. Alors, ce sont des premiers pas. D'autres chercheurs, aujourd'hui, travaillent sur les champs d'énergie. Il y a un outil que vous pouvez tous regarder si vous allez sur Internet et vous regardez imagerie, image Kirlian. Kirlian, je crois que c'est K-Y-R-L-I-A-N. Voilà, l'imagerie Kirlian. Donc, c'est un homme qui s'est servi des travaux de Tesla aux États-Unis, pas Tesla, celui qu'on connaît aujourd'hui qui est très célèbre. Non, le Tesla scientifique du 19e siècle qui a été le premier à mettre en évidence l'existence des ondes scalaires, les ondes du vivant. Les ondes scalaires, on va les retrouver dans la vigne, on va les retrouver dans les plantes, on va les retrouver dans les humains. Ce sont des ondes absolument nécessaires à la vie, ce sont des ondes du vivant. Là, on rentre dans des domaines ce sont des ondes du vivant, parce qu'il faut faire attention à ce que je dis. C'est infini, je parlais de poupées russes. L'invisible, c'est des poupées russes. Donc moi, par exemple, je vois un certain nombre, je vois des énergies autour des arbres, etc., les liens entre les arbres, quand ils chantent, etc. Mais ce que je vois n'est qu'une partie de l'invisible. L'invisible, il est infini. Et donc, il faut faire très très attention parce que avec la science, on le voit avec les théories actuelles, on entend beaucoup de scientifiques parler en ce moment grâce au Covid, et on voit bien que on est vite dans la théorie, scientifique. Et en fait, normalement, la science ça devrait toujours être des hypothèses. Hein. Quand X a parlé du boson dans les années 57, ça n'existait pas, il s'est fait détruire par la communauté scientifique, etc. Et puis aujourd'hui, le boson de Higgs existe. Et puis, je pourrais en citer des dizaines et des dizaines. Claude Bernard avait imaginé que les bactéries primaires venaient de particules vivantes bien plus petites, bien plus fines, et que c'était ces particules primaires qui engendraient la naissance bactérienne. Aujourd'hui, c'est encore considéré comme une ineptie totale, puisqu'on reste dans le dogme pasteurien. Il faut savoir que tous les chercheurs du 19e siècle étaient derrière Claude Bernard et pas derrière Pasteur. Et aujourd'hui, certains chercheurs comme Gaston Nessens au Canada, etc., travaillent sur des microscopes, enfin c'est pas des microscopes, c'est des milioscopes, même plus que ça, et on arrive à voir ces microparticules, on ne déchiffre pas bien ce que ça veut dire, mais on sait qu'il se passe quelque chose avant la bactérie. Voilà. Donc un jour, ça, on découvrira. On va sortir. Ouais. Voilà. 150 ans après Claude Bernard, on dira, c'est évident. Tout ça, c'est évident. Voilà. Donc, vous voyez, là, on était dans l'invisible. Claude Bernard, c'était l'invisible. La bactérie,
il ne faut pas remonter loin pour dire que c'était invisible aussi. Au 19e siècle, le début du 19e, on ne savait pas ce que c'était. Et puis si on remonte, c'est toujours comme ça. Donc l'invisible, dans le vin, c'est pareil. Donc si on arrive aujourd'hui à avoir de l'imagerie Kirlian, comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser? On va dire que ce n'est pas scientifique. Eh bien, si on boit un verre d'eau très dynamique qui sort d'une source extrêmement active, où il y a une conductivité, une énergie forte, et qu'on la boit, un quart d'heure après, avant de la boire, on met notre main sur le système d'imagerie Kirlian et on va voir que l'image n'est pas terrible. Et puis, après avoir bu cette eau, on va voir qu'on a un rayonnement de la main qui est exceptionnel. On a fait ça avec des fleurs et ça marche à tous les coups, sauf qu'on n'a pas une réaction. Il faut passer par un monde biologique pour avoir la réaction, si vous voulez. Et donc, pour la science moderne, ça n'est pas quantifiable, donc ça n'existe pas. Pourtant, on a fait plein d'essais qui marchent à tous les coups. Mais il faut passer par du vivant, donc du biologique. Donc, il faudrait pouvoir mesurer l'eau directement. Et l'eau directement, aujourd'hui, c'est que par du perceptuel. Et c'est difficile. On a quelques mesures sur la conductivité, etc. Mais ça ne va pas nous donner grand-chose sur ce que je vous disais, sur la profondeur de l'invisible. Il faut être très prudent là-dessus. Moi, je crois que c'est finalement, tu sais, cet invisible, finalement, tu le retrouves quand tu le disais, quand tu bois le vin, et que finalement, parce que la finesse ou l'élégance d'un vin, tu ne le vois pas. C'est du monde de l'invisible, mais par contre, ça te touche, ça te traverse, ça te pénètre, ça te transcende. Et tu parlais du mot finesse, que moi j'aime beaucoup, parce que c'est un mot de vigneron. Et en fait, par exemple, si on prend la région de Bordeaux, notamment un certain nombre d'œnologues a cru que confondu le velours et la finesse. Et je dis, le velours, on peut le faire. Le vigneron peut le faire, peut l'instaurer. C'est-à-dire qu'il peut utiliser, j'avais fait éclater le scandale en 95 des glycérines animales dans certains grands vins de Bordeaux, qui permettaient justement de faire du velours. Ils ont arrêté, évidemment, puisque ça a fait un scandale en pleine vache folle en 95. Ils n'étaient pas très heureux. Mais en fait, ce qui comptait, c'est qu'ils ont fait une erreur entre la finesse et le velours. Et le velours, on peut le faire. La finesse, elle peut se révéler. On peut la révéler, mais on ne peut pas la faire. On ne peut pas l'acheter dans le commerce. Voilà. Donc après, il y a beaucoup de Bordelais, et Vincent qui est en ligne le sait très bien, malheureusement, surtout pour une appellation qui a un terroir comme Saint-Émilion, c'est une aberration totale d'avoir voulu corrompre ce terroir magnifique. Et donc, ils ont utilisé d'autres techniques comme la micro-oxygénation qui brûlait certaines membranes phénoliques, qui développaient des éthanals et qui donnaient une impression de quantité de saveur comme le sucre dans le jambon. Mais en fait, on revenait au même système que le glycérol, sauf que au lieu de rajouter quelque chose, on était sur une intervention corrective, mais qui va pas. Voilà, l'énergie est morte, il ne faut pas se faire d'illusions. Le subtil a disparu. Et puis, je pense que il y a un point qui est extrêmement important, c'est finalement, le vin est un aliment quelque part. Et cet aliment va être ingéré. Et finalement, quand on boit un vin qui est sans vie, finalement, on introduit à l'intérieur de soi. Moi, je suis assez sensible comme toi à ça. C'est-à-dire que quand je bois un vin qui est horizontal ou je bois un verre et j'ai pas envie d'y revenir et je me sens fatigué. Mon corps réagit, alors que finalement, si je bois un vin qui a une belle lumière en lui, qui porte un message, une énergie vivante, je me sens joyeux. Ça va conditionner et je te laisserai citer Jean Carmet parce que c'est une phrase qui est très forte, mais finalement, finalement cette partie invisible dans le vin, on la sent et on la perçoit. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire à travers humblement dans les pratiques qu'on essaye de partager au sein de l'école, c'est voilà, donner accès à nos futurs sommeliers, à nos futurs cavistes, aussi aux consommateurs, celui qui aime le vin, de lui dire voilà, prends un verre, ouvre la bouteille, sens et laisse-toi guider, quoi. Écoute. Bien sûr, alors je vais citer tout de suite la phrase de Jean Carmet parce que je ne voudrais pas l'oublier, parce que je la trouve trop belle. Enfin, il y en a même plusieurs, parce qu'il en a tellement dites. On a même été un jour avec Jean-Maurice Belaïch, son ami, qui a créé les Journées du livre et du vin.
boire un coup sur sa tombe pour les 20 ans de sa mort, avec une bouteille de Bourgueil, un saucisson et un bout de pain. Et on comptait les poèmes, les phrases, les citations de Jean Carmet, qui sont magnifiques. Et les gens s'arrêtaient pour écouter. C'était absolument… j'ai bien aimé cet hommage et j'ai envie de le refaire d'ailleurs. Et Jean Carmet disait « J'ai même vu des vins disparaître à la présence d'intrus, réapparaître après leur départ. Allez donc savoir ce qui se passe dans la tête d'un vin qui ressemble à celui qui l'a fait. » Et une autre citation que j'aime beaucoup de lui aussi, qui est beaucoup plus modeste, mais qui est très très belle, c'est « J'aime les vins qui laissent la bouche sans emphase et pleine de propreté. » Eh bien, je peux vous dire qu'à l'époque où il a dit ça, eh bien, il n'y en avait pas autant que ça, des vins. Il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Voilà, il y avait beaucoup de vins de dégustation, des vins qui en mettent plein la vue. Moi, ce que j'appelle des vins à saveur pornographique, mais qui manquent d'essence totalement, si vous voulez. Des vins qui sont qu'à l'extérieur. C'est-à-dire que quand vous êtes en méditation, ce qu'on va faire, c'est que la méditation va vous permettre de révéler vos puissances intérieures, votre puissance intérieure, de connaître cette puissance intérieure. Et c'est là, elle va se révéler quand on descend dedans. Et on va, évidemment, c'est par la perte des puissances extérieures. La vinification, c'est pareil à l'origine. C'est la perte de ce côté besogneux, ce côté globuleux du jus de raisin qui est séduisant. Mais il va perdre cette séduction. Et j'entends des vignerons qui disent « Ah, mais moi, je voulais garder le fruit. » Mais c'est le fruit du jus de raisin. Le vin, c'est pas ça. Le vin, c'est autre chose. C'est une essence beaucoup plus profonde, qui est beaucoup plus transmutée. Et donc, cette essence, ce fruit, va se minéraliser au fil du temps. Et quand l'orientation n'a pas été donnée, dès le début de cette perte, de l'acceptation de cet effacement du vigneron, cette acceptation de cette perte où il va perdre quelque chose. Dans la Bible, on dit séparer le bon grain de l'ivraie, parce que justement, on va séparer le pur de l'impur, et cet impur va se retransformer aussi, pour se purifier, jusqu'à un moment donné atteindre quelque chose d'essentiel. Et ça, je crois que c'est parce qu'on a perdu, on a tellement été dans l'avoir, dans la matière, qu'on a perdu ces petits quelque chose qui vient nous révéler. Et peut-être des fois, c'est pour ça que je parle beaucoup du vin du quotidien, parce que je trouve que le vin du quotidien, c'est quand même celui qui est très important, puisqu'on va boire quelque chose qui tous les jours va nous nourrir. Et tout à l'heure, tu disais quelque chose de très fort. Tu disais, il y a des vins, je ne peux pas les boire tout de suite, et puis il y a ceux qui me font du bien, etc. Et il ne faut pas oublier que le vin, ce n'est pas une nourriture normale, c'est une nourriture de l'esprit. Parce que c'est un amplificateur. Pourquoi dans le vin, on mettait, pour les soins, on utilisait le vin avant comme médicament, c'est-à-dire qu'on mettait chez les Romains, chez les Grecs, chez les Égyptiens. Par exemple, Hildegard de Bingen, dans toutes ses préparations, utilise dans beaucoup de cas la macération avec le vin pour les plantes. Ouais. Exactement. Parce que le vin est un amplificateur, il va conserver les vertus, mais en plus, il va les amplifier. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir les vertus seulement de la feuille ou de telle fleur, ça va les amplifier. Alors que quand on a un vin qui est corrompu, c'est un amplificateur aussi. Et donc là, attention, votre corps et votre esprit va recevoir ce qui a été fait, cette corruption, cette volonté de séduire, ces corruptions qui peuvent être interventionnistes avec même des produits, etc. Donc toutes les vertus ou les malfaisances de ces produits qui vont être ajoutés, ou les corruptions technologiques vont être amplifiées en vous. C'est pour ça que je pense que le label, on a passé une grande période de label, on aime beaucoup les labels aujourd'hui, bio, biodynamie, nature, qui n'est pas un label, mais en tout cas, je crois qu'il faut faire attention à ça, parce que, encore une fois, c'est en train de faire tout doucement, comme l'étiquette à une époque. L'étiquette, elle avait tendance à rassurer, et donc le client se disait « Ah oui, mais bon, je bois tel château, donc là, il n'y a pas de problème, puis en plus, je bois un Pauillac, oh là là, ou je bois un Gevrey-Chambertin, donc c'est sûr, c'est du sûr. » Un peu comme quand on achetait un biscuit Lu dans le magasin, dans les grands magasins, on se disait oh, « ça, c'est Lu, c'est bien, hein. Là, il n'y a pas de souci, hein. Pas gagné. Hein. » Voilà. Donc, il faut vérifier par soi-même. Il vaut mieux que ce soit lu que bu. Hein, je me permets. Et donc, il faut bien savoir quand même que quand vous achetez quelque chose, il faut rester chasseur-cueilleur. Et donc, label bio, label biodynamie, le vigneron, il vous dit qu'il est nature, c'est une autoproclamation hein, pour l'instant, il n'y a pas de contrôle. Mais tout ça, si vous voulez, ça demande à être vérifié par soi-même. Comment vérifier par soi-même? Vous ne pouvez pas aller dans toutes les vignes. Donc,
écoutez-vous, écoutez-vous profondément. Et quelque chose va s'allumer à un moment donné. Plus vous allez vous écouter, plus il y a un moment donné, une petite lumière va s'allumer, va dire « Oh là là, stop, stop, stop !» On ne boit pas. Danger. Voilà. Et il faut faire très, très attention. Je vois des gens, par exemple, qui disent « Je suis allergique au soufre ». Et puis, en fait, quand on goûte du vin avec eux, on se rend compte que, en fait, c'est un vin, le vin qui leur donne mal à la tête, quand on le goûte, eh bien, c'est un vin qui n'était pas très soufré, ou même très peu. Mais c'est un vin qui était momifié, totalement momifié. Et là, l'alcool monte directement en haut. C'est comme les vins qui sont feu aujourd'hui. On a beaucoup de vins qui sont issus du feu satanique. Le feu n'a pas été transcendant, il est satanique. Dans la mythologie, c'est le feu de la séduction, hein, le feu satanique. C'est le feu extérieur, ce n'est pas le feu intérieur. Donc on a des vins dont le feu est extérieur de l'eau. Dans le Qigong, par exemple, on descend à la fin de la séance, on va descendre le feu dans le lac intérieur. Ce n'est pas le contraire. Galilée reprend cette phrase très ancienne qui dit « Le vin, c'est la lumière du soleil captive dans l'eau. Dans l'eau, il descend dans l'eau. » Dans la mythologie chrétienne, on dit le vin sang de labeur et du travail des hommes. Hein, sang de la terre et du labeur des hommes, pardon. Eh bien, on est toujours dans l'incarné. Donc, ce n'est pas extérieur. Donc, on voit bien que toute cette connaissance mythologique ancienne nous donne le sens des choses. Quand on retravaille sur la mythologie du vin, on découvre que toute sa définition, elle existait. C'est nous qui, peu à peu, par la dégustation matérialiste, avons complètement corrompu cette définition du vin. Ces plans subtils qui sont d'un autre niveau que la matière brute. Et E égale MC2. Alors, ça va paraître bizarre ce que je dis là, je balance ça comme ça. Mais E égale MC2, c'était la démonstration que l'énergie et la matière font un. Vous vous rendez compte que Einstein a balancé ça au début du siècle et qu'on n'y est toujours pas dans les cours de biologie moléculaire. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une biochimie séparée de l'énergie, alors que tout est onde corpusculaire. Donc, nous-mêmes, on est onde corpusculaire. Vous buvez un verre de vin, il y a une énergie, même mauvaise. Eh bien, rien que le fait de l'approcher de soi, votre énergie réagit. Votre énergie peut réagir. Donc, il n'y a même pas besoin de goûter à certains moments. Donc, on a un potentiel de sensibilité qui nous est donné, hein, qui est là, et qu'on peut utiliser pour acheter des melons. Vous pouvez très bien arriver sur une étale de melons bio et qui n'ont jamais été bio. Voilà. Mais le mec, il a que les bio. Il a des beaux yeux, il est sympa, il est séduisant, il parle bien, il a l'accent de la terre. Donc on se dit, bah oui, ça c'est un vrai. Puis en fait, pas sûr du tout. Nous, ça nous arrive avec des vignerons d'être séduits par le vigneron. Et puis de goûter le vin, on se dit… Après, si tu veux, tu vas avoir aussi un moment où, moi c'est ce qu'on dit beaucoup au sein de l'école, attention, ne buvez pas le discours, buvez le vin. Oui, exactement. Mais je dis toujours, on est passé des marchands d'étiquettes aux buveurs d'étiquettes, aux marchands de discours pour buveurs de discours. On est devenu en fait des marchands de discours. Alors je parle beaucoup, donc j'en suis un, mais pour buveurs de discours. Et donc je crois qu'il faut là aussi se poser la question, est-ce que le client a trouvé son propre ressenti dans ces conditions-là, en écoutant le discours et en buvant le discours, c'est-à-dire qu'il boit le discours et puis il dit « Ah bah ouais, c'est super, plus c'est biodynamique, plus ça a été vinifié en amphore, plus c'est nature, plus c'est bon ». Ça ne veut absolument rien dire. La nature sait faire de très mauvaises choses. Un vin qui est parti, si vous laissez un vin partir en vinaigre, ça va être moins bon. S'il y a des bactéries pathogènes, des phénols volatiles ou des éthers volatiles, ça va être beaucoup moins bon. Moi, je dis toujours, j'ai jamais vu des raisins qui se cueillaient tout seuls, hein. Jusqu'à preuve du contraire. J'avais plusieurs, il y a deux, trois petites remarques sur lesquelles j'aimerais peut-être qu'on réagisse, parce que ça fait déjà 55 minutes qu'on est ensemble, donc le temps passe vite quand on est en bonne compagnie. Donc il y a Kat qui dit, voilà, la subtilité du vin apparaît lorsque le mental disparaît. Donc ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça, ouais. Et il y a une question de Xavier qui dit, pensez-vous qu'il y a un consensus autour de la dynamique d'un vin profond, ou bien cela dépendrait uniquement du dégustateur? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est une bonne question, ça. C'est les deux.
c'est les deux. Des amis se rencontrent quand on dit les atomes crochus, etc. Donc, des gens qui vont être dans la profondeur, ils vont plutôt rencontrer, c'est des longueurs d'onde, ils vont dans la profondeur. Et des gens qui sont superficiels, si vous allez à une tablée le soir de Parisiens, vous êtes entouré de gens avec vos amis, enfin vos amis, vous êtes dans la profondeur et puis vous entendez que de la superficie. La superficie, ça peut être marrant, mais quand on fait l'aller-retour, hein, voilà, et la profondeur, pareil. D'ailleurs, il faut aussi être léger. Mais s'il n'y a pas de profondeur du tout, il y a un moment donné, vous allez vous ennuyer. Si vous avez toujours vos amis parisiens qui sont des gens dans la profondeur et qui savent matcher sur les deux, bah, vous allez rester autour de la table, super, vous allez être content. Mais sinon, le coup d'après, dans le premier cas, vous ne retournerez pas au dîner. Donc, le vin, s'il n'a pas de profondeur, s'il n'y a pas de plan subtil, eh bien, va falloir, et on ne peut pas le recréer, hein, cette idée, on peut imaginer, on peut se faire des illusions, on peut essayer de remonter l'énergie du vin, etc. Mais cette fusion dans le vin, cette étoile, on n'est pas non plus des magiciens. Et donc, ça, c'est le vigneron dans cet effacement, dans cet amour de sa terre, cet accueil du raisin. Il ne va pas cueillir le raisin, il va l'accueillir. Je parle de ça parce que c'est important. On est dans un monde qui prend depuis le matérialisme. Si vous regardez une abeille qui est en train de butiner des fleurs, au bout d'un moment, si vous vous laissez prendre par la fluorescence incroyable des fleurs, eh bien, à un moment donné, vous allez voir que l'abeille est attirée par les fleurs. C'est les fleurs qui l'appellent. La fleur l'appelle. Et donc, c'est pour ça que des fois, elle saute d'1 mètre ou 10 mètres parce qu'elle voit une fleur s'allumer, elle y va. Vous regardez une vache, pareil, quand elle est en train de paître, et vous allez voir que elle se balade, elle erre comme ça, et en fait, on se rend compte que la vache va brouter l'herbe qui lui est donnée. Voilà. Nous, on est dans un monde de il y a un terme qui est extrêmement fort. On parle aujourd'hui, on est passé du culte de la terre à l'exploitation. On parle d'un exploitant agricole. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, un exploitant. On exploite la terre. Exactement. Et quand on va dans un supermarché, évidemment, les fruits, c'est tous les mêmes. Il ne peut pas vous appeler. De toute façon, il n'est plus vivant. Les 3/4 du supermarché, si vous voulez, c'est mort. Donc, il ne peut plus vous appeler. Et vous, de toute façon, vous êtes dans le prendre. Donc, vous n'accueillerez pas cet appel s'il y avait un appel. Alors que quand vous allez dans votre jardin, cueillir vos légumes, eh bien là, il y a une salade, vous ne savez pas pourquoi, c'est celle que vous allez cueillir, tout simplement parce que vous êtes dans un état où vous allez gambader avant d'aller l'accueillir, vous n'allez pas tout de suite l'accueillir, vous allez faire le tour de votre jardin pour voir comment il va, comment les tomates vont, etc., les haricots, etc. Et puis d'un seul coup, voilà, il se passe quelque chose, vous allez cueillir celle-là. Et en fait, c'est se retrouver cette sensibilité, cette perméabilité, cette fragilité importante, c'est-à-dire nos fragilités qui nous aident à percevoir cet appel, ce don de la nature. Et le vigneron, plutôt que d'aller cueillir sa récolte, qu'il soit dans l'accueil, même si le geste est là, c'est quand même une cueillette, et que ce n'est pas lui qui les cueille parce qu'il a quand même ses vendangeurs, mais s'il est dans cet accueil, dans son chai, etc., de dire voilà ce que la nature m'offre, eh bien tout doucement, vous allez avoir quelque chose qui va se passer, qui va être différent, puisqu'il y aura un respect nettement supérieur par rapport à celui qui prend sa récolte. C'est pour ça que, notamment dans les grands châteaux ou dans les grandes propriétés, on a un chef de culture, on a un maître de chai. Eh bien, il y a une séparation finalement, il y a le lien ne se fait pas. Ouais. L'unité, si vous voulez, ne peut pas se faire, le lien est différent. Il y avait une petite question, il y a une remarque qui dit finalement, cela ne dépend pas du dégustateur, mais de la façon de goûter. Bien sûr, parce qu'on est tous capables de faire ça, parce que c'est plus simple que de déguster. Moi, je dis toujours qu'un bon vin, quand on sait l'accueillir, il n'y a pas besoin de le déguster, puisqu'il est évident. Mais il y a une évidence dans le bon vin. C'est comme quand vous mangez des haricots verts qui viennent du jardin, ils viennent d'être cueillis, vous les mettez, vous en faites une salade comme ça, mais ça se mange tout seul. Une salade, on ne la déguste pas, elle est évidente. Et un vin évident, c'est un vin qui a une présence, une force. Ces forces sont tellement là, tellement présente, tellement magique que ça nous dépasse. C'est comme quand vous rentrez dans une cathédrale. On n'est pas en jugement, on reçoit une telle lumière à travers les vitraux, etc. On n'est pas en train de les juger, on n'est pas en train de les analyser. Ça nous perfore, ça nous rentre à l'intérieur.
Peut-être une petite dernière question avant le mot de la fin, parce que le temps passe vite. Est-ce que les scientifiques peuvent ressentir le mystique, l'aspect mystique d'un vin? J'en ai quelques-uns autour de moi qui sont passés là et a fallu quitter la science, passer à une conscience, hein, c'est-à-dire l'ensemble des sciences, parce que on est l'ensemble des sciences, on est la machine la plus évoluée sur Terre. C'est pas de bloquer ses neurones, hein, c'est juste le mental et l'ego qui veut juger, etc. Mais laissons-nous pénétrer, ne cherchons pas les mots. Ne cherchons pas les mots. Les mots doivent venir tout seuls. C'est le chant des oiseaux, c'est le langage des oiseaux. Si c'est un langage, si c'est une danse, si c'est un geste, si c'est une mimique, ça n'a pas d'importance. Laissons-nous ébahir, laissons-nous nous émerveiller, réapprenons l'enchantement. Bah, écoute Bruno, merci, merci. Peut-être un petit mot de la fin. Un grand merci d'avoir consacré ce temps. Bah, écoute, moi, je suis ravi d'échanger avec toi toujours, et puis je sais qu'il y a des belles âmes qui nous écoutent. Puis bravo pour le boulot que tu fais tout d'abord, parce que ça a été très très courageux. Je sais que c'était un long chemin et que tu n'as pas lâché malgré toutes les difficultés, parce que Il y en a eu, l'administration il y en a eu, française n'a ouais, il y pas en a eu, toujours, il y en a eu, ouais. voilà, et surtout que quand on enseigne ce que tu enseignes, eh bien c'est pas dans l'air du temps, mais ça vient, ça vient. Euh, on est en train de changer d'air. Si je dirais le mot de la fin, même si ce qui se passe aujourd'hui est très difficile, l'ère qui arrive est une ère différente qui va nous permettre de passer à autre chose que le seul mental. Les jeunes, dans les jeunes générations, il y a des personnes qui ont des perceptions extrêmement fines, qui n'auront pas besoin de passer par tout le chemin qu'on a été obligé de faire pour redescendre dans la profondeur. Et ben, ça, c'est très beau. Et moi, je suis extrêmement optimiste pour l'après. Voilà. Alors, un grand merci Bruno. Donc, on se retrouve dans 15 jours avec Thierry Germain. Thierry Germain qui nous partagera son évolution, son arrivée à Saumur 89-90 et puis tout le chemin qu'il a fait, puisqu'il est arrivé de Bordeaux avec des vins un peu larges qui se sont amincis avec le temps, on va dire ça comme ça. Voilà. Et puis ensuite, on aura l'occasion de recevoir également donc, Emma et Christine Vernet qui nous rencontreront tout le travail qu'a fait Monsieur Vernet pour réhabiliter l'appellation Condrieu dans les années 60, 70, 80, une appellation qui a failli disparaître. Et ensuite, on se trouvera avec un monsieur que tu connais bien, Christian Escriva, Bruno, voilà, qui viendra nous partager sa vision, puisque c'est quelqu'un voilà, qui travaille en biodynamie sur les huiles essentielles. Il ne boit pas de vin, ou très peu, il boit que des vins lumineux. Et voilà, en tout cas, un immense merci. Un petit coucou à Gérard. Tu veux nous faire un petit coucou, Gérard, ou pas, ou c'est comme tu veux? Voilà, ok. Bravo Gérard, bisous. Merci. cas, Je te remercie d'être passé avec nous. C'était toujours sympa de te voir. Donc voilà. mais en tout Gérard, cas, Bruno, bravo. Et puis Franck, si un jour tu m'invitais, je te dis oui. ah bah écoute, donc Gérard, bah écoute, ça sera avec un grand plaisir. Gérard est là ce soir parce qu'il a eu on s'était pas parlé depuis un petit moment, puis il a eu l'occasion, la gentillesse. J'ai un de mes deux garçons qui fait l'Institut Paul Bocuse. Il a très gentiment répondu à l'appel, et donc Gérard Marjon est donc le responsable exécutif depuis de nombreuses années au sein du groupe Alain Ducasse de la sélection des vins, des multiples cartes des vins. Et la thématique que j'aimerais bien, c'est quelle est la position de l'homme par rapport au vin qu'il met dans sa bouteille. Ah bah écoute, Très bien Gérard. Gérard, je prends l'invitation, je te recontacte très vite et puis on se parle. Je dis oui. Est-ce que l'homme est derrière l'étiquette ou devant l'étiquette? Ça, Et, et une chose très intéressante aussi, c'est de savoir où le sommelier doit se situer. Ouais. Mais je pense on partage des valeurs communes où quand le sommelier devient au service du client et au service du vin, c'est beaucoup mieux que quand il est au milieu des deux et qu'il Un laisse pas messager, l'énergie passer. juste un messager. mais, Voilà. Bruno, tu as tout dit, mais après, dans une bouteille, il y a un goût. Est-ce que ce goût est volontaire? Est-ce que ce goût est accidentel? Est-ce que ce goût a été créé d'une manière non gérée par l'homme qui n'a pas compris son écosystème? J'ai bien son écosystème, hein, je ne parle pas uniquement du sol. Voilà.
le goût d'un vin, c'est quand l'homme accepte la force et la faiblesse de son lieu. Et bien sûr, totalement. Et après, ça donne quelque chose. Alors après, on l'accepte ou pas, mais voilà, ça donne quelque chose. En fait, je crois que tu viens d'ouvrir une porte énorme. C'est que tant que le vigneron n'a pas trouvé son terroir intérieur, il ne peut pas trouver son terroir extérieur. Et donc, il marchera au-dessus de son sol, mais il ne pourra pas marcher en son sol. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais si je vous faisais un petit peu, je pourrais vous parler de la symbolique animalière entre le lion et le tigre. Et quand on commence à comprendre ça, voilà, on a tout. Et on voit comment le vigneron se positionne dans sa terre et on sait tout de suite s'il a trouvé son terroir intérieur. Voilà. Et donc le vin, à ce moment-là, devient magique, évidemment. On va terminer sur la magie. Merci, messieurs. Je suis obligé de couper parce que… Merci à toi, Gérard. À très Merci. vite, j'espère. Merci Salut, Gérard. Bruno. Et puis un grand plaisir de vous retrouver tous dans 15 jours. Et puis j'aimerais que, dès qu'on va pouvoir se retrouver à Paris, à Soif d'ailleurs, hein, voilà, donc, qui est le nouveau lieu des formations chez nous. Ça sera un ailleurs ou un au-delà, on verra bien d'ailleurs, hein, ce qui nous attend, avec une bonne bouteille. Un grand amitié à tous ceux qui nous ont suivis, un message d'espoir et d'amour. Hein, gardez bien le fait qu'on est en train de vivre des moments compliqués, mais des moments qui nous amènent vers quelque chose de beau. Voilà, c'est ma croyance en tout cas. Merci à vous tous. Bravo à toute l'équipe. Merci. Merci.